Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière la mousse se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 12, enregistré en public au Beer Shop Bar à Bière, rue de Gand à Lille. Ça fait un peu bizarre parce que ce soir c'est le dernier épisode de la première saison du Podcapsuleur qu'on enregistre ici au Beer Shop, 18 rue de Gand à Lille. Un bar à découvrir, un bar qui a ouvert en avril 2017. Romain, tu es barman ici. Exactement, ouais. Et on va commencer par parler du concept, qui est quand même un concept un peu original et décalé. On sait que dans la région du Nord et des Hauts-de-France, la bière c'est culturel. Et le Beer Shop a pris le parti de valoriser les bières brassées dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Exactement, en fait, c'est un concept qui est surtout parti à la base d'un constat. C'est de se dire que finalement, en ce moment, il y a une explosion des microbrasseries, de la bière artisanale et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se tenter à la bière et qui ont envie d'essayer et proposer leurs produits et justement faire partager leur amour de la bière qu'ils avaient déjà. Et en fait, on s'est rendu compte que sur l'île, qui est quand même... on trouve de la bière à tous les coins de rue, quoi. Il n'y a aucun souci par rapport à ce principe-là. C'était de se dire, finalement, le Nord n'était pas assez valorisé pour nous, en fait. Et donc, ça a été notre axe pour se démarquer des autres, en disant, on va proposer quelque chose qui est vraiment exclusivement du Nord. Donc, en gros, entre guillemets, on rejette tout ce qui va être bière belge, tout ce qui va être bière anglaise, tout ce qui va être bière allemande et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on les sous-estime, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas bonnes, ça veut dire que nous, on a envie de mettre en avant notre patrimoine du Nord et proposer vraiment une exclusivité de bière du Nord et faire découvrir de la microbrasserie et justement mettre en avant cet amour pour la bière. Toi, t'es un gars du Nord ? Exactement, ouais. T'as été élevé à la bière ? Ouais, j'ai été élevé à la bière d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est ce que j'explique souvent, c'est que forcément, comme tous les jeunes, j'ai commencé l'alcool avant l'âge autorisé, on va dire, et je me suis vite rendu compte que finalement avec 5 €, on avait beaucoup plus de quantité d'alcool en bière que finalement avec un whisky, et la bière, ça a été un peu dur pour moi de m'y mettre, mais je me suis vite rendu compte que c'était vachement convivial et que finalement c'était l'alcool qui rassemble tout le monde, quoi. Comme disait Ronnie Cotter, la bière c'est de l'amitié liquide. Effectivement, fait, ouais. On a cette spécificité dans le Nord d'être que ce soit un produit qui est très porté sur le partage. Ouais, non mais complètement. La bouteille de 75, c'est pas pour la boire tout seul, c'est pour la partager avec d'autres. Exactement. On a de toute façon, la bière est complètement ancrée dans les mœurs. C'est que c'est vraiment un moment convivial, en fait. On va vraiment pas se poser la question. Ça rassemble plein de gens et c'est assez compliqué à expliquer tellement c'est naturel, en fait, dans le Nord, la bière, en fait. Et d'ailleurs, quand on se balade un peu dans les autres régions de France, certains brasseurs ne produisent pas de bouteilles de 75. Ouais. Ça reste encore une spécificité c'est vrai. Après, c'est par exemple, c'est la brasserie du Hic avec la Jeanlin qui a vraiment commencé à mettre dans les à mettre la bière dans des bouteilles à champagne et tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc aussi qui est assez intéressant, c'est que on a cette culture de la bière, mais on a cette culture de la bière bouteille. Ça veut dire que la bière n'a pas forcément de frontières, ça rapproche tout le monde, c'est vraiment un partage, mais on a quand même ce besoin de boire dans une bouteille en verre et on a quand même ce côté un peu prestigieux finalement quelque part, quoi. Ça, on en reparlera de la notion bouteille ou pression parce que c'est assez intéressant et puis je sais que tu as des choses à dire là-dessus. Donc, avril 2017, ouverture du Beer Shop, rue de Gand à Lille, et très rapidement, ça devient un peu the place to beer. On essaye en tout cas. Il y a beaucoup de bars à bière à Lille. Ouais, il y a énormément de bars à bière. C'est vrai que tous ne sont pas aussi spécialisés. En fait, moi, c'est ce que je dis véritablement, c'est que
il y a énormément de bars à bière et il y a énormément de bars à concept. Donc, par exemple, on a la Capsule qui est une institution pour les pressions. On a vraiment des endroits où il y a, moi je pense notamment au lobby qui ont plus d'une quarantaine de pressions. Donc il y a vraiment plein de concepts et tout ça. Et c'est vraiment, nous on a vraiment essayé de se démarquer sur la bière bouteille. Après c'est vrai que en soi, un bar à bière sur l'île, il faut avoir un concept assez fort pour pouvoir se démarquer parce que c'est pas qu'il y a de la concurrence, c'est que c'est déjà existant et c'est ancré dans les mœurs, quoi. Et alors 2 ans après, est-ce que tu as déjà eu des anecdotes ah bah oui, on y avait pensé, mais on n'a jamais osé se spécialiser sur les bières du Nord et du Pas-de-Calais? Alors non, j'ai pas spécialement d'anecdotes sur ça. Par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a de plus en plus de commerces qui vendent de l'alcool, qui commencent à s'intéresser par les bières du Nord, en fait. Et les personnes ont cette volonté de rester finalement dans ce qu'on a l'habitude d'un peu plus savoir, les bières belges, mais quand même de proposer quelque chose d'un peu local, en fait. On a vraiment cette idée, c'est que j'ai l'impression qu'en tout cas que la bière du Nord est de moins en moins touristique en soi et commence à être un peu plus présente visuellement pour tout le monde, en fait, tu sais. C'est un atout, c'est aussi un inconvénient d'être aussi sélectif dans ce que tu proposes à tes clients? Alors, le seul inconvénient véritablement que je pourrais avoir, c'est de me dire que dans le Nord, on brasse de très très bonnes bières, mais ailleurs aussi, on brasse de très très bonnes bières, en fait. Et du coup, ça m'arrive de goûter des bières et de me dire, celle-là, elle est excellente, mais de me dire, bon, malheureusement, elle n'est pas dans le concept. Après, le deuxième inconvénient, entre guillemets, c'est que je travaille qu'avec des brasseurs du Nord, et je veux que la bière soit du Nord, mais qu'elle soit aussi brassée dans le Nord. Là où je m'explique, c'est qu'on a par exemple les bières collaboratives. Donc aujourd'hui, les brasseurs sont vraiment des personnes qui sont ouvertes, qui vont parler, qui vont échanger et qui vont aller brasser du coup ailleurs pour faire des bières collaboratives. Et moi, je me retrouve souvent avec des bières qui sont très très bien, mais malheureusement qui sont pas brassées dans le Nord, en fait. Donc celle-là, elle rentre pas. Malheureusement, je peux pas. Ouais, c'est vrai que j'ai encore parlé avec justement Vincent de la brasserie Saint-Germain il y a pas longtemps, qui me disait qu'il partait à Paris brasser une bière. Donc celle-là, je pouvais pas la mettre dans mon concept, mais qui me disait que j'avais pas à m'en faire. Il y aura le match retour et puis voilà. Après, comment dire, le côté positif qu'il y a, c'est que très peu de gens connaissent vraiment toutes les bières du Nord, quoi. Et du coup, on est constamment dans la découverte, on est constamment dans l'échange, donc constamment. J'adore avoir des personnes qui viennent et qui me disent attention, je m'y connais très très bien en bière, et se mettre dans la vitrine et me dire celle-là je la connais pas, celle-là je la connais pas, celle-là je la connais pas. Et c'est vrai que on essaye vraiment de trouver les micro-brasseries, les bières qui vont sortir de l'ordinaire. Et le concept mettra beaucoup de temps avant d'être fini et de se dire voilà, on a fait le tour, parce que les brasseurs sont continuellement inventifs, les brasseurs sont continuellement en train de sortir des nouveautés. Aujourd'hui on parle de bière aimée, aujourd'hui on parle de bière partagée sur un plat, on parle de bière un peu plus originale, donc je pense pas que ça va s'arrêter avant un moment, quoi. Et est-ce que sur cet aspect-là, donc aujourd'hui tu proposes 300 bières différentes environ, ouais. Pression aux bouteilles, évidemment tu ne les proposes pas toutes, il y en aurait beaucoup plus, donc ouais. Qu'est-ce qui fait que certaines bières brassées dans la région rentrent dans ta boutique et d'autres pas? Déjà, moi, petit à petit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'ouverture de l'enseigne, déjà, on remercie toutes les grandes brasseries un peu plus connues qui nous ont fait confiance et qui ont proposé leurs produits, parce que c'est vraiment ce qui nous a permis de se lancer. Et aujourd'hui, en fait, on essaie d'être de plus en plus sélectif. En fait, ça veut dire qu'on essaie d'être représentatif de toutes les brasseries, mais pas forcément de toutes les bières, dans le sens où ça serait pas forcément possible. Et malheureusement, parce que c'est un peu dénigrer certaines bières, mais des bières qui se trouvent un peu trop facilement dans le commerce, on va pas forcément les proposer. En fait, on essaye vraiment de s'axer un peu plus bar à dégustation et bar caviste, vraiment proposer quelque chose de totalement attractif et quelque chose qui se trouve pas à côté, quoi. Donc ça veut dire que sur des grandes brasseries, je vais me permettre de me dire celle-là, je vais pas forcément la prendre parce qu'elle est déjà, on peut la trouver partout, mais par contre cette brasserie-là a énormément de mérite sur cette bière-là, et celle-là je vais plus la mettre en avant, ouais. Et il y a des bières qui sortent aussi 300, est-ce qu'il y a un turnover? Est-ce que certaines bières aujourd'hui sont proposées et demain ne le seront plus? Ce qui fait partie Quels aussi. sont les critères dont déjà, tu nous as expliqué, oui. Ce qui fait partie du métier, c'est qu'il y a certains critères que je subis, tu sais. Ce qui veut dire par là, c'est que par exemple, en hiver, les brasseurs vont pas forcément brasser de la bière blanche. Certains vont en brasser, tu sais. Donc forcément, en hiver, je vais plus m'axer sur de l'ambrée, de la brune, et en été, je vais plus m'axer sur de la blanche, en fait. Oui, donc il y a la saisonnalité qui joue. Exactement, tu as les saisonnalités, parce qu'aujourd'hui, on a des brasseries comme la brasserie Casse-Bière qui travaille avec des solstices, des équinoxes et tout ça, des bières éphémères. Donc forcément, le turnover
de mes brasseries, ça va être aussi par rapport à la disponibilité et par rapport à la saison et par rapport à ce qui est possible d'être proposé, quoi. Après, forcément, quand on travaille avec de la microbrasserie, on se retrouve de temps en temps avec soit des brasseurs qui déménagent ou alors des brasseurs qui arrêtent. Quand on travaille avec beaucoup de produits, forcément, on a tout ce principe de turnover. Donc l'idée, c'est de pouvoir en proposer le plus possible, mais en même temps de marcher avec les disponibilités et d'avoir le plus de disponibilité possible, quoi. Une autre spécificité du beer shop, c'est que les bières bouteilles sont toutes au même prix, 5,50 €. Exactement. Pourquoi ? En fait, on est comme on est vraiment sur de la découverte, on est sur un principe d'équité. Ça veut dire que moi, je pars du principe que demain, si vous venez dans mon bar, si vous avez 5,50 € sur vous, vous pouvez découvrir une bière. Et on n'a pas spécialement de meilleures bières, on n'a pas spécialement de moins bonnes bières, on a surtout des bières qui vont plus convenir à votre palais, en fait. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est pas parce que vous avez moins d'argent que vous allez devoir boire une bière qui coûte moins cher à l'achat. Et c'est pas parce que vous avez plus d'argent que vous allez pouvoir boire une bière qui coûte plus cher, forcément. Donc inversement, on est plutôt sur l'idée de se dire, moi j'ai envie de découvrir cette bière-là. Et quelque part, je prends pas le parti pris de me dire j'ai de l'argent derrière, donc je peux goûter ça, en fait. Moi, l'idée, c'est de découvrir toutes les bières et donc tous les mettre sur le même piédestal, de se dire que toutes les bières, quelque part, se valent, en fait. Et alors, commercialement parlant, comptablement parlant, ça se tient ? On a fait, en fait, un juste milieu entre les deux. Je pense que... comment dire, là, petit à petit, forcément, quand on essaie de s'axer plus sur du cavis, quand on essaie plus de s'axer sur de la microbrasserie, forcément, on est sur des bières qui coûtent un peu plus cher à la création, mais on essaye vraiment de se tenir sur ce principe-là, de se dire, on va plus être sur de la découverte. Commercialement... nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire partager l'amour de la bière, et c'est un peu comme les personnes qui nous demandent est-ce que ça marche ici. Je leur dis si ça te plaît, si tu reviens, si tu en parles à des gens et si tu reviens avec des gens, forcément ça va marcher, en fait. On n'est pas là à se dire on va faire le chiffre d'affaires le plus possible sur un petit laps de temps. On est plutôt sur l'idée de se dire on va faire marcher la convivialité, on va faire marcher la découverte, on va faire marcher tout ça. Et notre notoriété et notre capital sympathie va faire que, oui, on va avoir une notoriété, quoi. Alors justement, le rapport au consommateur, parlons-en, parce que quel est le profil de la clientèle du beer shop ? Est-ce que ce sont des passionnés de bière, des curieux ? Alors c'est très très hétéroclite, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on se situe dans le Vieux-Lille. Donc forcément, on n'est pas dans un principe de rue de la soif et tout ça, on va vraiment avoir un peu de tout le monde. On est aussi dans une rue à resto, donc on va avoir beaucoup de personnes qui vont être là pour les restos et qui vont passer juste pour dire de boire une bière. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, en fait, c'est que justement par rapport au niveau du prix, nous ça nous intéresse pas forcément les personnes qui viennent pour dire d'avoir la bière la moins chère. Ce que j'entends souvent, le meilleur rapport qualité-beuverie, c'est pas spécialement ce qui me tient à cœur, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est de parler de la bière, c'est pas forcément de bourrer la gueule à quelqu'un dans un laps de temps assez court. Donc en fait, on va vraiment avoir des bières geeks, des personnes qui vont venir pour découvrir. On va avoir des voyageurs, des personnes qui viennent parce que c'est des touristes et ils ont envie de découvrir le Vieux-Lille. On va avoir des personnes qui vont venir pour des repas d'affaires parce qu'ils vont avoir des restos, et on a vraiment cet ensemble qui fait que chaque personne est intéressante, en fait. Quand on vient dans un bar à bière et qu'on est un peu curieux, on va vouloir découvrir peut-être des nouveautés, et on va se laisser un peu porter par les conseils du barman. 300 bières, tu les connais toutes ? Ouais, je les connais toutes. C'est un métier, monsieur. Ouais, non, complètement. C'est beaucoup d'investissement. Il faut boire énormément, il faut vraiment donner du sien au travail. Après, moi, ce que je cherche, c'est vraiment de démarquer les bières en soi, trouver la spécificité, trouver l'histoire derrière et trouver la personne qui va être intéressée par cette bière-là. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de carte. Donc en fait, on demande de faire confiance. En fait, il y a beaucoup de personnes qui nous disent vous êtes passionné de votre métier, vous connaissez bien votre métier. Et je pense que dans un métier, il faut s'amuser, il faut être passionné, et il faut connaître son métier. Et je pense que c'est vraiment ça qui va faire qu'aujourd'hui, le principe de ne pas avoir de carte, le principe de se faire confiance, on a toujours eu que des bons retours, donc je vois pas pourquoi on changerait pour l'instant, quoi. Comment tu procèdes ? Tu vas chercher ce que tu penses pouvoir faire correspondre à ce que le consommateur attend ? Exactement. Alors déjà, nous, de façon assez ironique, on considère que si on avait une carte, ce serait beaucoup trop long. Dans le sens où si une personne vient et qu'elle doit lire une carte avec 300 bières, soit on lui met pas de descriptif parce qu'il faut avoir un truc assez condensé, et à ce moment-là on fait pas vraiment ce qui nous passionne. Ça veut dire que la personne va prendre un peu au pifomètre, soit on fait une grande carte et la personne va être perdue très très rapidement,
Et l'idée, c'est de lui poser des questions, c'est de dialoguer en fait. C'est pour ça que nous, on est dans de la dégustation, on est dans de l'échange. On va demander aux personnes quel genre de bière ils sont un peu plus. On va demander s'ils sont plutôt amers, s'ils sont plutôt sucrés. Ça peut aller très très loin. On peut leur demander s'ils préfèrent une bière saison, une bière légèrement acide, une bière au poivre, une bière... Il y avait une bière avec de l'huître il n'y a pas longtemps. Enfin, nous, notre but, c'est que la personne nous dise ce qu'elle aime et après on se démerde. C'est pas, on va en mettre en avant, c'est généralement, on ne dit même pas forcément à la personne ce qu'elle va avoir. C'est-à-dire qu'elle nous explique, on trouve une bière, on lui ramène la bière, on lui explique, on lui fait goûter, mais avant ça, elle ne sait pas. Et ça t'arrive de te planter ? Ça m'arrive, bien sûr. Déjà, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles aiment. En fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent de la bière sans pour autant y réfléchir. En fait, donc on est quand même sur un truc assez nouveau. C'est de se dire, mince, moi j'ai déjà vu des personnes sentir la bière, goûter une gorgée, réfléchir et se sentir un peu bête en se disant je suis en train de faire comme pour le vin mais pour la bière en fait. Et il y a ce côté un peu encore malaise de se dire mais j'ai pas l'habitude finalement de faire ça avec la bière. Après du coup il y a des personnes qui pensent qu'ils préfèrent un peu l'amertume, il y a des personnes qui ressentent de l'amertume dans les épices alors que véritablement il y en a pas. Et après il y a un calibrage à faire et là aussi où on est assez important, enfin je pense que c'est un peu une force de frappe dans le sens où on dit à la personne si vous aimez pas c'est pas grave, on vous propose autre chose, buvez-la pas. Parce qu'on va pas demander à une personne de se forcer parce que finalement elle a mal réussi à décrire ce qu'elle aimait en fait. Ouais, plutôt... puis c'est un coup à ce qu'elle soit déçue et qu'elle revienne pas. Ouais voilà exactement en fait c'est ça, c'est ce qu'on dit un peu de façon marrante, c'est que si vous aimez pas, c'est nous qui allons la boire, mais on fait en sorte de pas se planter quoi, parce que faut réussir à assurer un service. Donc il y a un vrai rôle pédagogique aussi vis-à-vis des clients. Il y a un rôle d'éveil de la curiosité du consommateur. Ouais, complètement. Déjà, nous, on a eu le parti pris de proposer énormément de bières en bouteille par rapport à la pression. Donc on est confronté constamment à des personnes qui nous disent moi je préfère la pression. Après comme je dis, les deux se valent. Nous notre concept aujourd'hui c'est de proposer plutôt de la bière en bouteille. Pourquoi on propose de la bière en bouteille? Dans le sens où ça nous permet d'avoir plus de diversité, une gamme beaucoup plus grande. Ça nous permet aussi de pouvoir avoir des brasseries beaucoup plus petites qui sont pas forcément en mesure de pouvoir proposer de la pression. Après on a plus d'amour à la bouteille, c'est un ressenti personnel, mais ça a été de se dire que finalement la refermentation bouteille apporte pour moi plus de saveur qu'une carbonisation finalement en pression. Et alors si on regarde un peu dans le rétro, le retour sur expérience, quelles sont les bières qui se vendent mieux que d'autres? Est-ce que déjà il y en a qui se vendent mieux que d'autres? Alors ici il y a toute une culture de la bière triple, parce que forcément il y a une culture de la bière belge. Ça veut dire que les personnes aiment bien ce qui est fort, ce qui a de la matière, ce qui a de la quantité. Après, là, petit à petit, avec la mode justement de ce qu'on va appeler le craft beer et des bières artisanales, il y a une volonté d'avoir une filtration qui commence à devenir moindre en fait, d'avoir plus de saveur en bouche et aussi visuellement en fait, d'avoir un verre un peu plus rempli. Donc on a forcément, les personnes ont plus d'attrait pour les bières triples. Ça c'est un constat, c'est comme je disais tout à l'heure, le principe que ça soit ancré dans les mœurs, pardon. On a vraiment ce principe-là où les personnes veulent du corps et du caractère quoi. Après, moi c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a autant de caractère dans une bière légère saison, dans la façon de le faire, dans le fait que ça soit de la fine bulle, un houblon assez jeune, qu'il y ait des saveurs derrière, plutôt qu'une bière qui va être très très maltée, très très lourde en fait. C'est quoi la tendance? Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce que les gens commandent? Alors tu as une mode aussi de l'IPA, depuis un bon moment, forcément. Il y a beaucoup de bières geeks qui pensent que la sour va bientôt arriver à la mode. Je suis un peu partagé par rapport à cet avis-là. Je me dis que on verra bien. Après, c'est vrai que l'IPA marche très très bien. Aujourd'hui, on fait de l'IPA, de la double IPA, de l'impérial IPA. Ça peut aller très très loin. C'est assez marrant parce que les gens qui n'avaient pas du tout un palais amer au début commencent à avoir de plus en plus. Moi, j'ai beaucoup de retours sur des personnes qui me disent au début, j'aimais pas du tout le goût du houblon. Maintenant, j'adore ça, quoi. Donc vraiment sur ce principe-là. Après, forcément, les modes changent. Et puis, c'est aussi, je fais un peu un lien avec ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où on n'a pas forcément de carte. C'est que on essaie justement de casser ces modes-là. Ça veut dire que quelqu'un qui vient pour se dire moi j'ai l'habitude de boire de la IPA, peut-être que s'il boit une saison expérimentale à 7 degrés avec une bonne amertume, il sera beaucoup plus contenté que finalement s'il était parti sur une IPA classique. Il y a des bières qui se vendent pas? Il n'y a pas de bières qui se vendent pas véritablement, non. Notre travail, c'est de pouvoir tout proposer en fait.
s'il y a une bière qu'on ne vend pas, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne personne qui avait envie de cette bière-là, en fait. Pour moi, il y a des mauvaises bières, c'est clair. Je ne vais pas dire le contraire, mais il n'y a pas de bière meilleure que d'autres en fait. Quand on voit par exemple la mode des bières trappistes, la mode des bières belges, la mode des IPA et tout ça, il n'y a pas une bière qui sera meilleure qu'une autre. Il y a juste un palais qui sera différent d'une autre. On l'a toujours, le slogan de dire que si vous n'aimez pas la bière, c'est que vous n'avez pas trouvé celle qui vous correspond. Et donc, s'il y a une bière qu'on ne propose pas forcément, c'est qu'on n'a pas réussi à bien l'expliquer et à trouver les personnes qui pourraient être intéressées dessus. Autour de la bière, toujours, tu organises de l'événementiel, la bière de la semaine, bien sûr. Ouais. Il y a aussi des rencontres qui ont lieu ici avec des brasseurs. Alors, la bière de la semaine, déjà, j'essaye de mettre le plus souvent possible une brasserie différente d'une semaine à l'autre, en fait. Parce que même si sur une gamme, il y a plusieurs bières qui sont intéressantes, j'essaye vraiment de montrer ce patrimoine et de montrer justement ce principe que toutes les brasseries peuvent proposer quelque chose d'intéressant, quoi. Donc la bière de la semaine, déjà, ça permet, on va dire de manière un peu pédagogique, de se dire, bon, celle-là, on va la mettre un peu en avant parce qu'elle mérite d'être connue, en fait. Après, même si elle est déjà connue, ça permet de rappeler qui elle est, en fait, véritablement. C'est déjà arrivé de proposer, par exemple, la Belle Rose ou alors l'Angélus qui est vue, revue et corrigée, mais qui en reste pas pour au moins excellente, en fait. Et donc, l'idée vraiment de ce choix de la bière de la semaine, c'est déjà de marcher avec la saison et de se dire que on va réussir à proposer quelque chose, de mettre un côté un peu plus attrayant dessus. On va parler du rapport que tu as avec les brasseurs depuis 2 ans, parce que forcément, tu disais tout à l'heure en introduction que certaines grosses brasseries t'avaient fait confiance au concept. Aujourd'hui, quand tu contactes les brasseurs pour les solliciter, comment est-ce que tu es reçu ? Alors aujourd'hui, on est bien reçu. Aujourd'hui, on commence à le travail qu'on a fait justement. Il y a une reconnaissance et on sent certains attraits pour certains brasseurs. Moi, des fois, je me fais contacter pour me dire « Ah tiens, j'ai brassé celle-là, il faut que tu la goûtes et tout ça, elle est extraordinaire. » Et en même temps, je suis extrêmement friand des nouveautés. Donc, on commence à avoir les personnes qui ont envie de proposer leur bière dans notre vitrine. Et c'est vrai que pour moi, c'est une victoire en soi, complètement. Après, les nouvelles brasseries, nous, l'idée, c'est de représenter le plus de brasseries possible. Donc, comme on disait, pas forcément toutes les bières. Et les plus grandes brasseries qui nous ont fait confiance au début, on a un hommage à leur rendre. Je parlais un peu tout à l'heure de Jeanlin, qui du coup a fait les bières dans les bouteilles à champagne. On peut parler de la brasserie Castelin, qui a fait la Jade, la première bière bio, donc du Nord en tout cas. Donc ça veut dire qu'elles ont eu un rôle qui a poussé cette mode-là aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui s'offusquent un peu de fait qu'on puisse proposer aussi des bières commerciales, parce qu'on les trouve en grande surface. Mais pour moi, c'est pas parce qu'une bière est en grande surface que forcément ça veut dire qu'elle est moins bonne. C'est juste que elle arrivait un peu avant les autres et elle a eu besoin de se montrer, en fait. En regardant un peu ce qui se passe dans le monde des brasseurs, est-ce que tu constates une certaine évolution ? Est-ce que tu constates peut-être une remise en cause professionnelle de ce qui est fait sur le produit bière ? Alors déjà, moi, généralement, c'est un truc aussi qu'on explique aux gens et qui est assez marrant, c'est que demain, si vous voulez faire du vin, il vous faut un cépage, il vous faut un château et il vous faut 200 000 €. C'est un peu compliqué. Demain, si vous voulez faire de la bière, vous mettez 100 €, vous vous mettez dans votre chambre, vous achetez une cuve, vous achetez le malt et vous faites de la bière, en fait. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans la bière, c'est qu'aujourd'hui, la bière, c'est de la créativité. Pour moi, enfin, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que n'importe qui peut avoir la créativité et la capacité de faire de la bière, en fait. Après, je pense que les anciennes brasseries, celles qui sont importantes, commencent à avoir une remise en cause, commencent à proposer quelque chose d'un peu plus nouveau, parce que forcément, on va pas se mentir, il faut réussir à suivre le marché, il faut réussir à suivre les modes. Et une bière qui marche depuis 50-100 ans, peut-être aujourd'hui il y a besoin de retrouver une nouvelle clientèle, et on le ressent par exemple sur la brasserie Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, c'est assez marrant parce que c'est une brasserie que tout le monde connaît, et en même temps c'est une brasserie qui compte 23 employés. Ils font du fût depuis 2 ans et ils ont 2 bières.
Et ils commencent à peine maintenant. Donc on a l'impression que c'est une brasserie qui a tout fait, qui a fait le tour, alors que non en fait. Elle a jamais fait le tour et elle a encore plein de trucs à nous offrir et plein de trucs à découvrir, quoi. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de laisser la chance à chaque brasserie. Donc il y a une remise en cause permanente des brasseurs, de la prise de risque aussi ? Ouais, de la prise de risque. Après, c'est vrai que on sent que les brasseurs suivent certaines modes. Et moi je vois par exemple aux États-Unis, on a une certaine mode de la fermentation spontanée où les personnes vont prendre des cuves à refroidissement ouvertes, les poser au milieu de la forêt et puis voir ce que ça donne en chopant les levures ambiantes, en chopant un peu tout. On n'en est pas encore à ce stade vraiment what the fuck en fait. On va un peu plus suivre en ce moment. Je trouve qu'il y a une petite mode des American Pale Ale pour dire de sortir un peu de cette mode IPA. On a de la prise de risque intéressante, mais aujourd'hui les brasseurs du Nord ne peuvent pas se permettre non plus de faire n'importe quoi. T'as jamais eu le projet de brasser ? Alors, on aime brasser, on sait brasser, mais pour nous c'est deux métiers différents. On ne se permettrait pas d'être brasseur parce que pour nous notre but c'est de montrer les bières à tout le monde en fait. Donc c'est deux métiers distincts. J'ai vraiment tellement de respect pour les brasseurs que je pourrais pas me permettre de me dire je suis barman la nuit et brasseur la journée. Au bout d'un moment, je suis désolé, mais j'ai besoin de dormir déjà. Et après, par contre, là, on est sur un projet de bière à façon avec une brasserie. Donc, le principe d'une bière à façon, c'est d'imaginer une recette, de proposer une recette, de travailler avec la brasserie, parce que c'est un peu comme tous les métiers, j'estime plus ou moins artistiques, c'est bien d'avoir la patte de la brasserie et de faire une bière qui sera du coup notre bière. Après, il n'y a pas longtemps, par exemple, on a brassé avec les Saint-Chavant. Mon collègue Yannick est parti là-bas pour brasser avec eux une bière qui était un peu à son image. Donc, on a cet attrait pour le brassage, mais c'est pas notre métier en fait. Et on va pas essayer d'avoir l'air d'imposteur en disant tiens, on propose une petite bière. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la bière à façon, ça me stresse complètement. Ça veut dire que je connais 300 bières aujourd'hui, je peux expliquer 300 bières, je mets en avant 300 bières et j'ai peur que la mienne soit pas bonne. Tout simplement, et je me dis si véritablement j'arrive à mettre en avant des produits aussi bons pour proposer une bière moins bonne, mais la proposer parce que c'est la mienne, c'est dommage. C'est dans quel délai ça, la bière à façon ? La recette est prête ? La recette est plus ou moins prête. Comme j'expliquais, c'est qu'on est sur un principe, pour parler un peu sur les termes un peu plus techniques, j'ai envie de travailler sur un dry hopping qui sera un peu plus compliqué. En fait, je veux travailler sur une bière trip qui sortira un peu de l'ordinaire, mais qui contentera tout le monde quand même, parce que c'est quand même le but, qu'elle plaise au plus grand nombre de personnes. Je veux pas non plus rentrer dans de la niche, mais j'essaye de vraiment tirer tout ce qui m'intéresse sur toutes les bières que je connais pour essayer d'en faire un genre de melting pot, un genre de patchwork d'un produit qui va m'intéresser, quoi. Et ce serait de la pression ? La bouteille ? Ce serait de la pression et de la bouteille. Les deux ? Ouais, les deux, ouais. Alors justement, pourquoi les deux ? C'est moins bien la pression, c'est mieux la bouteille ? Alors, on considère pas que c'est moins bien la pression, on considère pas que c'est mieux la bouteille, on a plus d'intérêt pour la bouteille. Nous, c'est ce qu'on dit généralement. Il y a quelques brasseries sur lesquelles ça se confirme pas forcément, mais on aura toujours plus de saveur en pression. Après, c'est notre avis. On ne dit pas non plus qu'on a l'avis final et que c'est nous qui avons raison, mais ce qui est sûr, c'est que de se dire qu'aujourd'hui, en bouteille, on va pouvoir proposer quelque chose de plus intéressant qu'en pression. On passe à la déguste ? C'est parti. Je te fais confiance. Hein. Ça marche, je te ramène ça. C'est toi le patron. C'est bon ? Je parle des bières ou pas ? Ah, l'Étoile du Nord. Attends, c'était dans le dernier épisode, c'est Thierry. Et il disait, l'Étoile du Nord, c'est la première bière, c'est la bière qui a fait décoller la brasserie. C'est la première bière collaborative, en fait, du Nord. Ouais. Allez, Romain, les 5 dernières minutes au Beer Shop, rue de Gand, à Lille, avec bien sûr la dégustation. Donc, tu nous as préparé 3 bières. Vas-y, la première ? Alors déjà, j'ai choisi pour la première, d'ailleurs c'est marrant aussi parce qu'on fait des packs dégustation et c'est assez important aussi entre guillemets de fractionner les bières en fait. C'est-à-dire que si tu commences avec une bière, une sour brune, ça sert à rien de boire une bière légère derrière parce que ton palais tu l'as fini en fait. Donc là pour la première bière, j'ai choisi
l'Étoile du Nord de la brasserie Thirier. Déjà, petit clin d'œil par rapport à ton dernier épisode. Le podcast précédent, c'est ça? Exactement. Donc, qui est du coup la première bière collaborative, en tout cas dans le Nord, de ce que j'en sais. Thirier, c'est une brasserie qui m'intéresse énormément parce que c'est une brasserie qui aurait pu tout faire pour devenir commerciale, mais qui a toujours choisi de rester artisanale, de garder ce petit corps de ferme, de garder vraiment tout ça. Et c'est quelqu'un qui a on sent vraiment son amour pour la bière en fait dans ce qu'il fait, et c'est complètement indéniable. Et d'ailleurs c'est une brasserie qui aujourd'hui peut montrer énormément de choses, peut être partout, qui décide de pas forcément être partout. Et moi quand je les appelle et que je tombe directement au téléphone sur Daniel Thirier, je me dis ça c'est beau, tu vois. Je me dis en fait je peux c'est continuer. C'est pas l'usine quoi. Exactement, t'es pas sur l'usine. J'en profite pour te dire que cette étiquette de l'Étoile du Nord vit ses dernières heures parce qu'ils viennent de la refaire. D'accord. Prochainement, il y aura un nouvel étiquetage sur cette bière en tout cas. Tu vois, quand je te parlais de contemporaneité des bières et tout ça, c'est que je trouve ça intéressant de voir ce renouvellement, ce principe de vouloir un peu changer tout en restant aussi fidèle à soi-même, quoi. Santé. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que chaque brasserie travaille aussi avec sa levure et tu sens le côté un peu épicé, poivré de la levure Thirier, quoi. Et dans chaque brasserie, tu vas quand même sentir la pâte, en fait. C'est-à-dire que brasserie des Pays Flamands, tu vas sentir la pâte amère. Brasserie Thirier, tu vas sentir la pâte un peu poivrée, en fait. Oui. Et tu sens quand même la marque de fabrique derrière, quoi. Non, mais elle est géniale cette bière. Bien sûr. Elle est géniale. Et tu sais, j'avais goûté ici la 222. Ouais. Et donc je lui en ai parlé. Et il me dit ah ouais, c'était une collab avec les Anglais, machin. Ouais, le Braubeil Nambert. J'en ai bu une et j'en ai plus. Tout est parti, distribution, machin, bar. Il en a goûté une bouteille. Une bouteille. Il en a plus. D'ailleurs, j'ai reçu un SMS au midi, il est encore en rupture. Pour l'instant, il a toujours pas rebrassé l'Étoile du Nord, tu vois, donc, ça viendra. Ouais. On passe à la deuxième ? Allez, on passe à la deuxième. Une lager. C'est mieux qu'une lager. On est sur la Lager Hops, qui est une Imperial Indian Pale Lager. Ah la vache. C'est-à-dire que tu me parlais tout à l'heure justement de cette prise de risque des brasseries. Et donc là, on est sur la brasserie au pif, en fait, qui est à Stanford. Qui du coup, moi, je la trouve super intéressante et je pense que c'était intéressant du coup dans la dégustation d'en parler en deuxième parce que il a pris du coup une lager, donc qui est une bière avec de la levure à fermentation basse, sauf qu'il l'a poussée en impérial, donc il l'a fait monter jusqu'à 8 degrés. Donc il a pris une bière qui est censée être légère, il l'a fait forte et il l'a surhoublonnée derrière en fait. Donc tu te retrouves un peu avec un ovni où tu sais pas trop te situer parce que tu es sur une bière légère mais finalement qui est forte et qui est pas censée être amère mais qui est amère. En fait, pour moi, sur celle-là, il s'est amusé et il a vraiment du coup il a contourné un peu les codes, quoi. Comment tu sais tout ça ? Ce que tu viens de nous raconter, tu l'as appris où ? C'est pas marqué sur la notice ? Ouais, c'est goûter énormément de bière, se renseigner, se documenter, parler avec les brasseurs. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je suis pas du tout dans le milieu de la bière. Je suis pas du tout dans ce monde-là. Je suis arrivé parce que ce concept-là m'a intéressé, ce principe-là m'a intéressé et j'ai ressenti un besoin de partager quelque chose dessus. Mais j'ai pas eu d'éducation enfant, de la bière et tout ça. Donc, il y a encore des trucs sur lesquels je fais des erreurs, quoi. Je considère que j'apprendrai toujours des trucs dessus, quoi. On goûte alors la Lager Hops Imperial India Pale Lager de la brasserie au pif. Santé. Santé. Ah, c'est complexe, hein. Ouais. Là, c'est plus bière geek, tu vois. Mais c'est intéressant et en tout cas, c'est bon. Généralement, c'est ce que je demande aux bières. Là, tu vas sentir déjà visuellement le côté non filtré, tout ouais, ça, le côté beaucoup plus lourd en bouche sur le palais, quoi. La tienne est plus trop. Mais... Ouais, c'est parce que j'ai fini la bouteille. D'ailleurs, c'est ça aussi la magie d'une bouteille. Chopé la levure. Ouais, c'est ça, tu chopes la levure à la fin. Mais c'est très bon. Puis même en termes d'amertume, c'est pas. C'est houblonné, mais ça arrache pas, quoi. Non, ouais.
D'ailleurs, c'est la Thierry Bio triple qui pour moi, je parle plus de côté herbacé, dans le sens où tu vas vraiment avoir le houblon sans pour autant avoir l'amertume, tu sais. Oui. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que la méthode de brassage et la façon de brasser, tu peux faire tellement de trucs avec quelques produits. Il en existe énormément, donc c'est... Ouais, c'est pas mal. Hein. Et justement, là j'ai pensé à ça quand tu me demandais les prises de risque que pouvaient faire les brasseurs et tout ça. Et je pense qu'il y a certains trucs où, pour moi, ça c'est une prise de risque, mais très très bien maîtrisée, tu vois. Ouais, c'est une anecdote une sur bière qui ça. fonctionne. J'ai un beer. Je parle de beer shopper quand je parle des personnes qui viennent ici, qui il y a une semaine ou deux de ça m'a dit, il adore la Lager, hein, donc la Lager Hop, celle-là il passe souvent la boire. Et il y a une semaine ou deux, il vient me voir et puis il me dit t'en as combien en cave? Donc je descends, je lui dis bah voilà j'en ai tant, il me dit bah je te prends le tout. Ah oui. Et en fait il est parti du coup avec tout le truc et la semaine d'après j'ai pu en racheter 3-4 cartons quoi parce qu'il avait... Parce que tu fais aussi la vente à emporter. Ouais, je fais aussi de la vente à emporter, donc bon c'est pour le cadre privé, bah où je m'entends bien, c'est que c'est pas pour boire dans la rue forcément, c'est soit pour faire des cadeaux, pour faire découvrir ou alors des personnes qui veulent déguster des bonnes bières chez eux en rentrant le soir. On a une personne qui vient ici à peu près une fois par semaine. Quand elle finit sa semaine, elle a envie de boire une bonne bière. Bah, plutôt que partir en grande surface, elle préfère découvrir une bière ici. Et puis toutes les semaines, on lui fait découvrir quelque chose de nouveau, quoi. On passe à la dernière. Ouais. On n'est pas sur de la stout là. Celle-là, elle est un peu particulière. Donc déjà, c'est brasserie Choulette. Choulette. Ouais, exactement. Alors pour moi, ça a été un peu mon coup de cœur, tu vois. C'est des anciennes brasseries, dans le sens où justement, quand on parlait du renouvellement, je m'entends très très bien du coup avec Moïse de la brasserie Choulette. Et donc, il a eu cette volonté. Il s'est rendu compte que il avait la capacité de proposer quelque chose de nouveau. Il avait la capacité d'être inventif et il a décidé de sauter le pas. Et pour moi, justement, c'est ça qui est très intéressant et très beau, c'est que il est parti sur une étiquette complètement contemporain. Il est parti sur un visuel où il a fait appel à un graphiste du coup qui travaille à Roubaix, qui a fait vraiment des études d'art, qui s'appelle Germain, qui du coup est la personne qui va faire l'étiquette de notre bière à façon. Donc petit clin d'œil par rapport à ça. Donc on est sur un visuel qui est très très agréable. On est sur une bière avec de la vraie vanille de Madagascar. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément la matière première a un coût et travailler sur des matières comme ça, c'est un peu plus une prise de risque parce que ça coûte un peu plus cher. Et donc il propose vraiment quelque chose qui est beaucoup plus dans l'air du temps pour cibler les bières geeks et qui est beaucoup plus qui est une prise de risque en fait pour moi quoi. C'est ça, c'est que moi j'aime bien proposer cette bière là et dire après que c'est Choulette, tu sais. Les personnes me disent excellente cette bière là, ouais c'est brasserie Choulette. Ah ouais. Et tu vois, tu sens que les personnes s'y attendent pas parce que c'est les bières des brasseries qu'elles entendent parler depuis très longtemps, depuis qu'elles sont jeunes. Quand je fais goûter la Haute-Taker de la brasserie Saint-Sylvestre, je dis après que c'est ceux qui font la Trois-Monts, tu sais. Quand je fais goûter la Talking to Félix, je le dis après que c'est ces gens-là, tu vois. Le fait de mettre toutes les bières à la même valeur, à la même hauteur, le fait de leur dire après, ça leur fait réfléchir. Tu sais. Ouais, parce que le produit est décalé par rapport à l'image qu'on se faisait de la brasserie. Et en fait, ce qu'il y a de pire, c'est d'avoir une réputation. Tu sais, une réputation, ça peut très facilement nuire. C'est comme quand j'entends, brasserie Saint-Germain, ceux qui font la page 24, c'est industriel. Mais brasserie Saint-Germain, c'est extraordinaire aujourd'hui, tu sais. Et si tu veux pas la goûter parce que t'estimes qu'il y a l'industriel, c'est-à-dire que tu passes à côté de quelque chose. Goûte-la et après tu verras si elle est industrielle, tu vois. On goûte ? Ouais. Donc c'est une bière noire, hein ? Exactement. Bière noire, on aura un côté un peu plus crème brûlée dans l'idée, pas vraiment torréfié café, avec de la vanille de Madagascar. Merci Romain. Mais de rien, Olivier. Barman au Beer Shop, 18 rue de Gand à Lille, un bar à découvrir pour y découvrir les bières brassées dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Je vais laisser le mot de la fin de ce dernier podcast de la saison à la Blackout, brassée par la brasserie Choulette. Quand la pensée s'égare, entre noir absolu et écume aveuglante, une chevauchée folle démarre, dont l'issue paraît vacillante. Un goût marqué peut rassurer, mais le voyage restera agité.
Merci à Romain et à Yannick du Beer Shop rue de Gand à Lille pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce dernier épisode de la première saison du Podcapsuleur. Merci également au public, une première saison que j'ai vécue personnellement comme une vraie aventure humaine, passionnante, à la rencontre des brasseurs. Alors j'espère avoir réussi à vous intéresser à cet univers brassicole, j'espère que vous avez appris plein de choses parce que c'était vraiment le but de ce podcast. Alors c'est pas fini, il y aura une saison 2 qui va débuter dans quelques semaines ou plutôt mois. Et cette fois-ci, je vous emmènerai à la rencontre de brasseurs un peu partout en France. Mais avant cela, on va s'offrir une petite pause avec quelques épisodes hors série, toujours autour de la thématique de la bière, mais cette fois-ci sans brasseurs, avec d'autres professionnels. De belles rencontres en perspective. Rendez-vous donc dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas que le Podcapsuleur va grandir grâce à vous. Allez liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de rajouter des étoiles et des commentaires sur iTunes et sur les plateformes d'écoute. Allez voir sur Google Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur TuneIn et partout ailleurs. Et apportez votre contribution à faire grandir ce podcast et à le faire connaître. Souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Là, on rigole pas. Savourez, mais sans forcer.